3 jours avant Noël, la Poste a été la cible d'une cyberattaque d'une ampleur inédite, paralysant le fonctionnement en pleine période de festivités. Le même jour, dans une plus grande discrétion, 2 sites industriels français subissaient eux aussi des cyberattaques particulièrement sophistiquées, revendiquées par le groupe de hackers pro-russes No Name 057. Ces opérations s'inscrivent dans ce qu'on peut désormais qualifier de cyberguerre, alors même que 2 ministères français avaient été touchés quelques jours auparavant. Qui sont ces hackers pro-russes à l'origine des attaques? Quel rôle joue le gouvernement russe dans ces opérations? Et surtout, quels moyens la France et l'Europe peuvent-elles mobiliser pour y faire face? Bonjour Marie-Gabrielle Bertrand. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin sur France Culture. Vous êtes post-doctorante au Centre interdisciplinaire sur les enjeux stratégiques à l'ENSPSL et chercheuse affiliée à Géode Paris 8. Alors, c'est vrai qu'on a beaucoup entendu pendant cette période de fête toutes ces attaques répétées sur différents sites. Est-ce qu'on peut faire un lien? Il y a eu le ministère des Sports, le ministère de l'Intérieur, la Poste. Que savons-nous de ces attaques? Alors, a priori, elles sont décorrélées. En fait, on a des attaquants qui n'ont rien à voir. Donc, pour ce qui est du ministère de l'Intérieur et le ministère des Sports, le ministère de l'Intérieur, en tout cas, il semble que ce soit un cyberattaquant, en fait, un pirate informatique français. Donc, un jeune homme qui a été arrêté, récidiviste. Et donc, les motivations, en fait, a priori, sont des motivations un peu plus personnelles, peut-être le challenge, finalement, technique. Et pour ce qui est de la Poste, là, on est sur des cyberattaquants russophones et russes qui sont plutôt affiliés au groupe justement No Name 05716 qui lui est considéré comme un groupe de hacktivistes, donc qui a des motivations géopolitiques et politiques en fait, qui attaquent voilà. Le groupe No Name 05716, j'avais pas le dernier numéro. Que sait-on sur ce groupe? Peut-on le démanteler, Marie-Gabrielle Bertrand? Alors, c'est un groupe qui opère dans différents pays. En fait, ses membres sont internationaux. Et c'est un groupe qui donc se dit être indépendant des autorités russes, mais qui donc opère en lien avec les intérêts des autorités russes. Donc là, on est vraiment dans l'ordre de la cyberattaque qu'on appelle politique ou de hacktivisme, en fait. Et donc, est-ce qu'on peut le démanteler? En fait, c'est compliqué parce que pour ça, il faut arrêter ses membres qui sont situés dans différents pays. Donc, il faut mener des enquêtes et finalement arrêter ce qu'on peut arrêter dans les pays où ils se trouvent. Et pour ce qui est de la Russie, en fait, en général, c'est compliqué parce que les autorités russes n'arrêtent généralement pas en fait les cyberattaquants qui, bien sûr, mènent des piratages dans leurs intérêts. Justement, quel est le rôle exact de la Russie dans ces cyberattaques? Alors, le rôle de la Russie est difficile à déterminer, en fait, des autorités russes, puisque on ne sait pas, il n'est pas avéré qu'il y ait des liens entre ces individus, en fait, de No Name 05716 et les services de sécurité de renseignement russes. En revanche, ce qu'on peut dire, c'est que ils mènent des cyberattaques qui vont vraiment dans le sens des intérêts des autorités, et au point où, lorsque Wagner a attaqué le territoire russe, en fait, donc pour protester contre la gestion de la guerre en Ukraine par le ministère de la Défense russe, les cyberattaquants de No Name 05716 ont attaqué 2 sites, 2 noms de domaine, en fait, de sites de Wagner. Donc de ce point de vue-là, on peut dire qu'ils défendent vraiment les intérêts des autorités en place, en fait, donc vraiment la présidence actuelle. Sur la Poste, quel était le but de ce collectif? Alors pour la Poste, la cyberattaque, en fait, le timing de la cyberattaque est particulièrement notable puisque donc ça tombait juste avant les fêtes de Noël. Donc évidemment, là, l'intérêt, c'est une forme de sabotage. En fait, l'intérêt, c'est de porter atteinte au système bancaire, donc de la banque postale, et au système de distribution en fait des colis de la Poste, ce qui finalement a pu poser des problèmes aux personnes qui faisaient leurs achats de dernière minute et leurs envois de cadeaux de Noël. Donc, Qu'est-ce que ça a eu comme conséquence très concrète? alors là, l'idée, c'est vraiment de désorganiser finalement le système justement d'envoi de cadeaux et de bancaires. Et donc l'intérêt pour les cyberattaquants, là, c'est que c'est très visible en fait, c'est que ça touche vraiment tout le monde et que finalement, on ne peut pas louper finalement cette cyberattaque. Enfin, voilà, tout le monde est touché en fait. Et justement, j'en parlais en introduction, il y a eu au même moment 2 autres sites sur le territoire national touchés. Pourquoi on en a peu parlé? Est-ce qu'il y a un lien, encore une fois?
Ouais, alors là, c'est 2 cas qui sont assez intéressants puisque, en fait, c'est un groupe affilié à No Name, donc qui s'appelle Z Pentest Alliance, donc Pentest, c'est en fait penetration testing, donc c'est justement du piratage. Et ce groupe-là, en fait, qui est lié à No Name, justement, a attaqué 2 sites industriels, donc un site de traitement des eaux usées et un site, de méthanisation, donc pour produire du biogaz qui devient ensuite du biométhane, quoi, en gros. Et donc ces 2 sites industriels, en fait, le 1er en particulier, le site de traitement des eaux usées, on va considérer que c'est un site essentiel, voire critique, puisque là, il s'agit c'est l'eau qui va être proposée à la consommation des Français. Donc pour les attaquants, là, voilà, on va en reparler, mais voilà. Mais donc c'est vrai que ce site-là, le fait d'attaquer ces sites-là, demande des cyberattaques qui sont plus sophistiquées, puisque pour La Poste, on était dans de l'attaque de déni de service distribué, donc ce qu'on appelle DDoS. Donc là, l'idée, c'est vraiment juste de Attaque par déni de service, pardonnez-moi de vous couper, hein, mais pour bien préciser, ça veut dire attaquer un service habituel, l'empêcher de fonctionner. Ouais, exactement, c'est ça. En fait, on sature les serveurs et donc ils sont plus capables de traiter la donnée qui leur est envoyée et en fait, le service tombe. En fait, c'est meilleur service. Et donc là, c'est ce qui s'est passé pour La Poste, mais pour les 2 sites industriels, on est dans un niveau d'attaque qui est beaucoup plus sophistiqué parce que là, en fait, ils ont pris le contrôle de ce qu'on appelle les SCI, donc les systèmes de contrôle industriel. Et en fait, ils ont réussi à avoir un contrôle des systèmes qu'on appelle SCADA, donc c'est des systèmes de contrôle et d'acquisition de données en temps réel, donc sur les machines en fait de ces usines. Donc par exemple pour le traitement des eaux usées, ça signifie qu'ils avaient le contrôle des produits en fait qui sont du chlore, etc., qui sont déversés dans l'eau pour la traiter. Pour ce qui est pour la méthanisation, c'est le contrôle de la pression, donc du gaz. Donc en fait là, on a un risque industriel aussi qui devient important. Et est-ce qu'on est préparé, nous, la France, à ce type d'attaque? Alors on est préparé, en fait, on a des systèmes de protection vis-à-vis de ces attaques pour les sites essentiels et critiques, mais avec ces cas-là, on peut voir que en fait, les sites ne sont pas toujours invulnérables. En fait, il peut y avoir des failles de sécurité et quand on peut les atteindre via l'internet, en fait, là, il y a un risque. Mais pour les sites les plus critiques, en général, on va considérer qu'ils sont décorrélés du réseau internet mondial, justement. Donc il y a ce qu'on appelle un air gap, et donc pour pouvoir attaquer ces systèmes, il faut avoir un accès physique en fait à ces systèmes pour pouvoir introduire, par exemple, une clé USB, puis ensuite un virus, quoi. Ça veut dire que ce serait du renseignement, par exemple, russe? Exactement. Alors là, pour mener ce type d'opération, il y a une partie de renseignement humain en fait. Mais on n'est pas totalement certain encore que ce soit qui est à l'origine de ces 2 sites. Alors pour ces 2 sites, en fait, la revendication, en tout cas, c'est un groupe qui est affilié à No Name 05716. Même s'il faut se méfier aussi des revendications. Voilà, exactement, ouais. L'intrusion malveillante qui a eu lieu dans nos systèmes d'information est très grave. Je ne le nie pas et c'est bien pour cela que je souhaite que nous fassions la plus grande transparence là-dessus. D'abord les faits, qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons fait l'objet d'une intrusion par un hacker, très probablement, puisque l'action a été revendiquée ensuite sur les réseaux sociaux. Ce qui a été fait immédiatement, c'est évidemment de prendre un certain nombre de mesures de remédiation, notamment d'imposer systématiquement la double authentification, de fermer un certain nombre de comptes, de gérer nos messageries. Évidemment, ça va se traduire par un cadre de travail beaucoup plus contraint pour les agents, bien évidemment. On vient d'entendre Laurent Nunez, le ministre de l'Intérieur, c'était à l'Assemblée nationale lors de la séance de questions au gouvernement le 17 décembre, après cette cyberattaque dont vous étiez en train de nous parler, Marie-Gabrielle Bertrand, qui a touché le ministère de l'Intérieur. Et on se demande si on est bien équipé et s'il n'y a pas, pardonnez-moi, une forme de naïveté quand même. La double authentification des mails au ministère de l'Intérieur, j'aurais pensé naïvement que c'était déjà en place. Oui, alors c'est vrai que là, il y a peut-être un manque, ça arrive un peu tardivement parce que c'est quelque chose qui existe quand même, pour les emails commerciaux, enfin les fournisseurs de mails commerciaux. Et même dans d'autres entreprises privées. Oui, oui, donc c'est vrai que ça arrive un peu tardivement là, voilà. Mais c'est vrai que, c'est ce qui compte en fait avec ce type, quand on détecte ce type de vulnérabilité, en fait, il faut corriger, en fait, il faut patcher, il faut renforcer la sécurité. Donc en fait, il y a un jeu permanent entre, l'attaque et la sécurité, quoi, la sécurisation des systèmes. Ça ne vous inquiète pas plus que ça? Alors, tant que c'est pris en charge, voilà, il faut que ça soit pris en charge, il faut que ça soit corrigé. Est-ce que la France, elle aussi, commet des cyberattaques? Alors ça, c'est un sujet toujours délicat puisque alors la France a une doctrine de LIO, donc de lutte informatique offensive. Donc de ce point de vue-là, elle admet avoir des capacités de cyberoffensive justement pour mener des cyberattaques. Donc ça peut être à des fins de renseignement cyber, ça peut être à d'autres fins. Voilà, éventuellement, justement, si on va jusqu'au sabotage, c'est pas inenvisageable.
En revanche, la France reste peu vocale en fait sur ses capacités cyber. Ça relève du renseignement. On estime en fait en France dans la doctrine que ces opérations vont plutôt relever du renseignement ou des opérations spéciales. Donc c'est quelque chose qui relève du secret. Mais on nous a attribué, dans l'histoire un peu de la cyberdéfense française, on nous a attribué déjà une cyberattaque. C'est le Canada qui l'a fait en 2015. Et donc l'opération a été surnommée Animal Farm. Et voilà. Et donc on a bien ces capacités en fait. Ouais. En fait, c'est pour des raisons de renseignement. Elles sont un peu non officielles, on va dire. C'est ça, ouais. Là, c'était du renseignement. Une dernière question avec vous, Marie-Gabrielle Bertrand, pour revenir à cette attaque qui a touché le ministère de l'Intérieur, et notamment les messageries mail, qui comprend quand même 300 000 personnes au sein de la place Beauvau. Il y a des enquêtes qui ont été ouvertes, judiciaires, administratives, la Commission nationale de l'informatique et des libertés, et même l'Office anti-cybercriminalité. Est-ce que ces enquêtes peuvent quelque chose, à vos yeux ? Alors oui, l'intérêt en fait, je pense, c'est que déjà on identifie les attaquants, mais c'est aussi peut-être de voir s'ils font partie de réseaux, parce que c'est vrai que dans la cybercriminalité, c'est toujours difficile de voir si la motivation d'un attaquant est vraiment individuelle ou si son intérêt à lui, c'est pas une fois qu'il a récupéré de la donnée confidentielle, de la revendre en fait. Et donc dans ce cas-là, est-ce que ça fait partie d'une opération qui a été menée en réseau, donc vraiment comme de la criminalité organisée, ou est-ce que c'est vraiment un individu qui veut s'enrichir de son côté? Voilà, ça reste à déterminer. Et est-ce qu'on a les moyens justement d'aller dans ces messageries qui sont souvent cryptées ? Alors les autorités, les forces de l'ordre ont des solutions en fait pour justement, oui, en effet, avoir accès à du déchiffrement de messageries dans le cadre des enquêtes. Ouais. Qu'est-ce que vous préconisez pour l'État, les institutions, les grandes entreprises françaises, en quelques mots ? Alors ça, je pense que pour le cas du ministère de l'Intérieur, ce qu'on voit, c'est que sur la question des emails, en fait, c'est vraiment un point d'entrée privilégié par les cyberattaquants pour faire ce qu'on appelle du hameçonnage, du phishing. Donc on incite à cliquer sur un lien qui va ensuite permettre d'infecter la machine avec un programme malveillant. Donc typiquement, en fait, pour ce qui est des courriels, il y a vraiment un travail de prévention à faire en fait auprès des agents, donc que ce soit dans les entreprises ou au sein de l'État, pour expliquer ce qu'est un email malveillant, ne pas cliquer sur n'importe quoi, etc. Puis la double authentification, en effet, c'est... La fameuse. Ouais. Merci infiniment, Marie-Gabrielle Bertrand, d'être venue ce matin dans les enjeux internationaux sur France Culture. Vous êtes post-doctorante au Centre interdisciplinaire sur les enjeux stratégiques à l'ENS, PSL, chercheuse affiliée à Géode. Il est 7h30 sur France Culture.